Daronco, avant d'aller dans l'Empire ottoman, a relativement peu réalisé d'architecture en Italie même. Il a fait beaucoup de projets, il a répondu à des concours, par exemple pour le monument à Victor Emmanuel, où il a été bien classé, mais ce n'est pas son projet qui a été retenu. Euh, et il a eu une commande qu'il a pu honorer grâce à l'entreprise de son père, qui est le cimetière de Cividale del Friuli, qui est une des villes du Frioul, qui a donné son nom ancien Forum Iulii au Frioul, et dans lequel il a construit cette espèce de galerie. Or, quand on regarde ce type de galerie construite par Daronco, qui est peut-être une des seules œuvres qu'il ait construites en Italie dans sa jeunesse, dans ses premières réalisations, on n'est peut-être pas très loin de ce que sont les caravansérails, pas très loin de cette architecture de colonnes rythmées qu'on peut observer pas mal dans l'Empire ottoman et dans les Balkans. Et donc, au tournant des années 1880-1890, il semble, d'après les travaux de Madame Barilari, que Daronco est un jeune architecte repéré comme étant le meilleur de sa génération. Et repéré par ses projets, repéré par ses réponses aux concours qui sont chaque fois considérés avec attention, et repéré en particulier par celui qui est le grand chef de file de l'architecture italienne de la fin du XIXe siècle, qui est Camillo Boito. Camillo Boito est le frère d'Arrigo Boito, compositeur, librettiste de Verdi. Il est connu comme étant représentant de ce mouvement de la scapigliatura, de la bohème de la fin du XIXe siècle. Il est connu aussi pour avoir écrit la nouvelle qui a servi à Visconti pour faire Senso. Son architecture à Boito est plutôt inspirée par une architecture néo-médiévale. Mais tout historiciste qui puisse être, Boito repère dans Daronco un renouveau possible de l'architecture quand il passe en Turquie. Et c'est en 1893 que Daronco va dans l'Empire ottoman, clairement à la demande du sultan Abdülhamid II, avec au départ l'idée qu'il participera à une grande exposition d'architecture ottomane prévue en 1893. L'Italie est déjà bien présente et ça s'accentue par d'autres réalisations dans lesquelles Daronco n'a aucune place. Je pense à l'église Saint-Antoine de Padoue qui est sur Istiklal Caddesi. Cette église est postérieure, mais elle montre bien comment le style vénitien peut être présent. Et puis, je l'ai dit, il y a d'autres formes de présence italienne, par exemple en musique. Je trouve que les sultans avaient des musiciens officiels italiens, par exemple Giuseppe Donizetti, le frère de Gaetano Donizetti, et puis celui qui lui a succédé, qui s'appelait Callisto Guatelli. La présence italienne est bien là, et le projet d'exposition impériale de 1893 a dû être abandonné en raison des tremblements de terre, et les premiers travaux qui ont été faits par Daronco comme architecte appelé par le sultan ont été des travaux de restauration, que ce soit de la basilique Sainte-Sophie ou du Grand Bazar. Le projet d'exposition est resté à l'état de projet et n'a pas été réalisé. La première réalisation, Daronco l'a faite en collaboration avec l'architecte levantin Vallori, Alexandre Vallori. C'est cet immense bâtiment qui a servi d'école de médecine militaire, qui est devenu un campus d'université. Vallori, levantin, francophone et italophone, semble-t-il, a plutôt opté pour la nationalité française et pour des interventions en France. Il est le fils d'un pâtissier. Je veux dire, c'est bien anecdotique. Pas sûr, pas sûr. Quand on fait de l'histoire culturelle, Antoine Nivière, c'est bien hein, qu'on travaille pas mal avec notre ami Denis Saillard, qui est historien de l'alimentation et de la gastronomie. Et quand on regarde les travaux qui ont été faits récemment sur l'histoire de la pâtisserie, il y a une thèse qui a été faite par Madame Pauline Arnaud, qui a été bien remarquée. La pâtisserie est aussi significative d'une culture. Et quand on dit d'une architecture qu'elle ressemble à de la pâtisserie, ce qui arrive assez souvent
quand on parle des grandes architectures viennoises historicistes de la seconde moitié du XIXe siècle, c'est bien parce que quelque chose se passe entre ces formes. Et d'ailleurs, si on parle de pâtisserie et d'art nouveau à Istanbul, évidemment, on peut penser à la pâtisserie Le Bon, hein, et aux mosaïques qui sont nettement liées à l'art nouveau. Donc, pâtisserie et art nouveau peuvent faire bon ménage, et Vallori redéfinit un petit peu ce qu'est la représentation d'un art ottoman, y compris dans les expositions universelles, celle de Paris en 1889, où le pavillon des tabacs à l'exposition universelle a ces systèmes de toits débordants qui sont en quelque sorte le marqueur ottoman de l'architecture du tournant du 19e et du 20e siècle. Le campus de l'université, cette école de médecine qui a été faite par Vallori et Daronco, reste aujourd'hui sur la rive asiatique du Bosphore, quelque chose qui domine complètement le paysage, quelque chose qui a ces toits débordants qui sont ces marqueurs d'architecture ottomane et ce gigantisme qui marque le paysage d'Istanbul, y compris parce que bon, c'est lié au tunnel qui relie maintenant les rives. Euh, Vallori a aussi fait, là on n'est pas sûr que Daronco ait participé à ça, le bâtiment de la dette. Euh, Toujours étonnant de voir que la dette, le service de la dette a pu être abrité dans quelque chose d'aussi luxueux. Je pense aux délégations de la Troïka qui devaient guider la politique grecque et aux hôtels dans lesquels ils sont descendus. Il y a quelque chose de continu dans la façon dont les dettes publiques sont utilisées pour marquer la puissance de ceux qui ont avancé l'argent. Là, le bâtiment de la dette publique pourrait être celui de la Troïka à Athènes. Bon, donc c'est actuellement un lycée. Daronco a aussi rapidement répondu à des commandes vraiment publiques liées au projet politique du sultan Abdulhamid. Le ministère de l'Agriculture a été, à partir d'une école technique, restructuré, et c'est Daronco qui en a été chargé. On a adjoint, donc c'est sur la place de l'hippodrome, on a adjoint sur le côté le musée des janissaires. Vous voyez les toits débordants, vous voyez la façon dont les marqueurs du caractère ottoman sont bien mis en évidence par Daronco. Vous voyez aussi qu'on est bien dans une esthétique qui est tout à fait compatible avec celle de l'Art Nouveau. Donc on n'a pas véritablement l'impression, mais j'y reviendrai parce que je crois que c'est un fait important dans la réflexion sur les circulations culturelles, on n'a pas le sentiment qu'un architecte italien inspiré par un art nouveau qui vient de l'Europe du Nord-Ouest, de l'Angleterre ou de la Belgique, importe dans l'Empire ottoman quelque chose qui serait déjà constitué comme un style d'art nouveau dans un pays qui serait très éloigné de cela. Donc la critique qui a été faite de ce caractère artificiel me semble tout à fait discutable. On a l'élaboration de quelque chose de nouveau. Le bâtiment qui est peut-être le plus significatif de l'importation de quelque chose qui ressemblerait le plus à de l'art nouveau, c'est une maison particulière qui a été faite sur cette artère dont on a un petit peu parlé, qui est peut-être le cœur du quartier de Pera Beyoğlu, qui est, excusez-moi, mon turc est vraiment très faible, Istiklal Caddesi, la rue de l'Indépendance, hein, qui a ce tramway qui a été maintenu, et c'est la maison qui a été faite pour le tailleur personnel du sultan, qui est un tailleur néerlandais, qui s'appelle Botter. On parle donc sur cette avenue de, voilà le tramway, hein, de la maison Botter. Là, je vous laisse la regarder parce qu'on a tous les signes qu'on est bien dans une esthétique d'art nouveau. Le fer forgé, les motifs floraux à la fois détaillés et simplifiés et stylisés, les formes courbes, tout cela, c'est presque une sorte de manifeste d'art nouveau que sur cette avenue, Daronco a fait, en prouvant qu'on peut aussi envisager de faire une maison dans laquelle l'atelier de tailleur est au rez-de-chaussée, le magasin peut être au rez-de-chaussée, et les appartements d'habitation sont au-dessus.
La façade est très étroite, mais en profondeur, l'appartement est très grand. Il faudrait presque en parler au passé parce que, et c'est un problème, les dernières fois que j'ai eu la chance d'aller à Istanbul, cette maison Botter, cette Casa Botter, comme on dit en italien, avec son fer forgé, avec ses magnifiques motifs floraux et ses visages marquant bien qu'on est dans une esthétique d'Art Nouveau, est en très mauvais état. Elle est en partie masquée par des palissades destinées à éviter le risque d'accident. Et il faut recourir à des photographies plus anciennes pour avoir une idée de ce que ça a pu être. Chaque passage que j'ai pu faire à Istanbul constatait de façon désolante l'abandon de cette œuvre majeure.